Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cet écrit, le magazine consacré aux livres sur la RTB. Le droit protège-t-il les terroristes? Pourquoi et comment? C'est ce qui semble être l'essence de l'ouvrage du docteur Pierre Claver Milogo, l'auteur, notre invité de ce soir. Docteur Milogo, bonsoir. Bonsoir, M. Kindo. Merci de venir partager le contenu de votre ouvrage avec nous, le droit au procès équitable à l'épreuve de la répression du terrorisme international, avec comme sous-titre « Apport et influence de la Cour européenne des droits de l'homme ». Si on vous suit dans votre ouvrage, docteur Milogo, votre ouvrage pose l'épineuse question de la protection des droits de l'homme, même des terroristes. Pourquoi? Oui, la question se pose tout simplement parce que ce soit au cadre national burkinabé ou dans le cadre international, les États sont confrontés à un certain nombre de difficultés, et notamment la menace terroriste, qui fait que dans le cas des procédures qui sont engagées ou des actions militaires qui sont engagées contre des personnes soupçonnées d'être impliquées dans le terrorisme, soit national ou international, ces personnes sont souvent arrêtées, détenues ou parfois exécutées, et ça pose justement la question soit de l'équité du procès, soit de leurs droits fondamentaux, étant donné que ces personnes, avant d'être des terroristes, sont des êtres humains comme vous et moi. Donc, quelque part, c'est la dignité et l'essence même de l'être humain qui est en jeu. Et c'est pourquoi la question se pose à travers cet ouvrage. Mais on l'a vu dans le temps avec Guantanamo, la célèbre prison des Américains où ils y gardaient ceux qu'ils estimaient être en porte-à-faux avec le droit international, pour ne pas les nommer des terroristes, entre griffes. Et la question avait soulevé un tollé en son temps. Qu'est-ce qui dérangeait dans Guantanamo à l'époque sur le plan juridique? Sur le plan strictement juridique, ce qui dérangeait dans Guantanamo, c'est que les personnes qui étaient arrêtées et qui étaient transférées sur cette île, c'était des personnes en réalité qui étaient capturées sur des théâtres d'opérations militaires où les troupes américaines étaient engagées, soit par exemple en Afghanistan ou en Irak. Et ces personnes-là, lorsqu'elles étaient transférées sur cette île, se voyaient privées d'un certain nombre de droits, notamment le statut de prisonnier de guerre, qui est prévu par la Convention numéro 3 des Conventions de Genève de 1949. Et du coup, si vous êtes privé du statut de prisonnier de guerre, ça veut dire que l'État qui vous détient peut vous faire tout ce qu'elle veut et vous n'avez pas droit aux protections prévues par le droit international humanitaire. Et c'est pourquoi justement la prison de Guantanamo posait de sérieux problèmes. Parce que les détenus qui étaient capturés et gardés dans cette prison, par exemple, n'avaient pas le droit à un procès équitable, n'avaient pas le droit à exercer des recours devant les tribunaux ordinaires, n'avaient même pas le droit de saisir des juges sur le territoire américain parce qu'on leur déniait justement le statut de prisonnier de guerre. Et on l'a vu vers la fin, pour se débarrasser d'eux, c'était un peu compliqué. Oui, c'était tout à fait compliqué, même si le président Barack Obama s'était engagé à fermer cette prison très controversée. On a vu que c'était très compliqué de se débarrasser de ces prisonniers parce qu'une fois qu'on les a gardés dans cette prison pendant un certain nombre de temps, se pose la question de où les ramener. Est-ce qu'il faut les ramener en Afghanistan où on ne veut plus d'eux justement parce qu'ils étaient considérés comme des terroristes? On ne veut pas les amener aux États-Unis non plus, évidemment, pour des raisons qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Et donc, qui en veut finalement? Donc, c'est ça justement qui posait problème à la fin. Oui. Docteur Pierre Claver Milogo, je rappelle que vous êtes spécialiste de droit comparé, puisque vous avez soutenu une thèse en 2016 sur la législation déléguée en droit comparé. Et c'est dans ce sens que vous avez produit cet ouvrage pour expliquer un peu ce qui peut être une nouveauté pour les pays africains comme le Burkina Faso, mais qui n'est pas forcément nouveau pour les pays européens qui ont une certaine longueur d'avance. Mais avant peut-être de revenir là-dessus, on va revenir sur la philosophie même de droits humains. Quand on parle de droits humains, c'est quoi les droits humains? Qu'est-ce qu'on protège chez l'être humain? Bon, quand on parle de droits humains, on parle des droits inhérents à la dignité humaine, à la qualité d'être humain. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes une personne comme vous et moi, et une personne avec les caractéristiques de l'être humain qu'on connaît, une tête, des bras, etc., vous avez droit à un traitement qui est
qui est minimum, quelle que soit l'infraction que vous avez commise, vous avez droit à un minimum de traitement. C'est-à-dire la qualité de personne humaine vous donne un certain nombre de droits, et sans que vous n'ayez à faire quelque chose, vous avez le droit de bénéficier de ces droits-là. Par exemple, le droit d'être traité avec humanité, le droit au respect de votre vie privée, le droit au travail, le droit à l'assistance, etc., etc. Ce sont des droits élémentaires que vous avez simplement parce que vous êtes un être humain. Et c'est ça que l'on retrouve à l'origine, à la source de la notion de droits humains. Et puis, bien sûr, la notion de droits humains, si on veut remonter très loin, elle est basée en fait sur les droits naturels. Sur les droits naturels, et la doctrine des droits naturels a été développée par les juristes spécialistes de droit international public, qu'on appelle voilà, des grands publicistes tels que, par exemple, Vittoria, Suarez, Grotius, Hugo Grotius. Donc, ce sont les grands juristes qui ont développé cette idée de droit naturel. Depuis l'Antiquité, hein, cette idée existe, et puis elle a été développée au fil des siècles. Et aujourd'hui, elle a donné naissance à l'idéologie des droits de l'homme. Avec l'idéologie des droits de l'homme, on a l'idée que, quel que soit ce que vous avez commis, vous avez droit à un minimum de traitement. Et c'est ce que je dis dans l'ouvrage. Même si vous êtes un terroriste présumé, même si vous êtes impliqué dans le crime organisé, dans la mafia par exemple, vous avez le droit à un minimum de traitement. Vous avez le droit au respect de votre dignité humaine. Vous avez le droit à la vie. Vous avez le droit à ce qu'on ne vous torture pas. Vous avez le droit à ce qu'on ne vous réduise pas à l'esclavage. Et puis vous avez le droit à la non-rétroactivité de la loi pénale. Ça, ce sont les 4 droits que l'on considère comme étant le standard minimum irréductible des droits de l'individu et qui sont en vigueur partout dans le monde et qui sont considérés comme un patrimoine commun à toute l'humanité. Et qu'on ne peut pas réduire, quelle que soit la volonté de l'État de porter atteinte aux droits de la personne. Oui, docteur Milogo, en vous écoutant, c'est bien le droit, la protection de la personne humaine, mais quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui pose une bombe pour faire tuer le maximum de personnes, quelqu'un qui veut attirer l'attention sur lui, quelqu'un qui n'a rien à faire de sa propre vie. Finalement, très peu de personnes vont vous comprendre. Oui, vous avez raison de souligner ce point-là, mais il faut faire attention à une chose. Il ne faut pas tomber dans le piège de ceux justement qui veulent vous entraîner sur le chemin de dire que ce sont des terroristes, donc du coup ils n'ont droit à aucune protection. Parce que justement ceux qui mènent ces attaques terroristes veulent justement que vous dites qu'ils n'ont droit à aucune protection pour vous faire entrer dans un cycle de violence qui ne fait qu'entraîner finalement la violence. Ils diront que si vous dites que vous êtes un État de droit et que vous êtes les premiers à violer les règles de l'État de droit, justement, leurs attentats sont justifiés finalement en fin de compte. Et c'est dans ce piège-là qu'il faut éviter de tomber. Quand on est dans un État de droit, il faut appliquer le principe de la légalité. Et tous les citoyens de cet État sont soumis à la loi de l'État. Et quand on arrête une personne dans le cas de procédure antiterroriste, il faut présenter la personne à un juge. Et c'est le juge qui décide s'il faut la placer en détention et réunir les preuves nécessaires pour organiser un procès. Si à l'issue du procès, le juge estime, d'après la loi de l'État, qu'il doit être condamné à la prison à vie ou qu'il doit être exécuté si la peine capitale existe, ben, il faut appliquer la décision décidée par un tribunal indépendant et établi par la loi et à l'issue d'un procès équitable. Il n'y a aucun problème dans ce cadre. Mais les individus n'ont pas le droit de se rendre justice eux-mêmes. La période de la justice privée, de la justice œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied est passée. Aujourd'hui, on fait confiance à l'État qui a les moyens de mobiliser tout l'appareil d'État pour appliquer son système judiciaire. Et il faut faire confiance à ce système-là. Et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre à chacun de se rendre justice lui-même, sinon on ne s'en sortirait pas. Et ce qui est intéressant dans votre ouvrage, Dr Milogo, c'est qu'il y a une disparité au niveau des pays par rapport au renforcement de cet état de droit, par rapport à cette protection des droits humains. On l'a vu aux États-Unis avec les attentats de 2001. Il y a une nouvelle façon d'appréhender la lutte antiterroriste et la protection des présumés terroristes, ce qui n'est peut-être pas le cas, par exemple, pour un pays comme le Burkina, qui commence à sentir les effets de cette montée du phénomène terroriste. Et donc, c'est comme une sorte d'étude comparée que vous avez menée dans votre ouvrage.
Oui, c'est tout à fait juste. Il faut mener une étude comparée, tout simplement parce que les réalités varient d'un État à un autre. Les législations selon les États ne sont pas les mêmes, parce que la menace ne se présente pas aux différents États de la même manière. Donc la manière de réagir des différentes autorités ne sont pas les mêmes. La manière de réagir des législateurs n'est pas exactement la même. Mais on sait tout simplement que la tendance va vers un renforcement des différentes législations. Par exemple, depuis 2001 aux États-Unis, les législations ont été considérablement renforcées. Le livre montre toute une batterie de mesures qui ont été prises, allant de la prolongation de la garde à vue au renforcement des mesures, etc. etc. En Afrique, c'est un certain nombre de pays, tels que par exemple le Burkina, tels que le Mali, et la Côte d'Ivoire, la Tunisie, qui sont régulièrement, ou l'Égypte par exemple, qui sont régulièrement frappés ces derniers temps par les attentats terroristes, qui ont considérablement durci leur législation. Au Burkina Faso, par exemple, la dernière législation en vigueur, qui était toujours en place et qui régit la lutte antiterroriste, c'est la loi de 2015, de décembre 2015, votée par le Conseil national de la transition à l'époque. Les autorités de la transition politique burkinabé expliquaient que face à la menace qui s'accroissait, il fallait prendre de nouvelles mesures et adopter une nouvelle loi mieux adaptée pour la répression et pour la prévention aussi, pour faire face à cette nouvelle menace terroriste. Et c'est cette loi qui continue de régir aujourd'hui la lutte antiterroriste au Burkina Faso. Et cette loi aussi prévoit toutes les mesures, quasiment toutes les mesures renforcées que tous les pays de la région ouest africaine ou d'autres pays d'Afrique du Nord ont pris pour faire face à cette menace-là. Oui, mais pour éviter peut-être que ces terroristes ou ces présumés terroristes jouissent d'une certaine impunité, est-ce qu'il y a lieu d'avoir une sorte d'uniformisation du droit en matière de protection des droits humains, en matière de lutte antiterroriste? Oui, c'est nécessaire parce que les terroristes voyagent à travers les différents pays. Les fonds qui financent les attentats et les activités terroristes sont des fonds aussi qui transitent de pays en pays, dont les États ont besoin de renforcer leur coopération et donc ont besoin d'harmoniser leur législation aussi pour faire en sorte que les personnes qui sont poursuivies dans un pays ne puissent pas s'échapper pour aller se cacher dans d'autres pays pour pouvoir mener tranquillement leurs activités. Donc la coopération judiciaire et policière est très très importante au niveau de la lutte antiterroriste. Le renseignement aussi est un point capital parce que c'est grâce au renseignement qu'on peut détecter les projets d'attentats, c'est grâce au renseignement qu'on peut détecter les fonds qui servent à financer les attentats terroristes. Donc les États ont besoin d'harmoniser leur législation. Et puis aussi sur la question de la protection des droits fondamentaux, il faut noter que suivant les pays, les lois ne sont pas les mêmes. On voit par exemple qu'il y a des pays qui ont voté des lois très spéciales pour faire face à la menace terroriste. Par exemple au Royaume-Uni, ils ont voté une loi qui vise à réprimer l'incitation à la glorification du terrorisme. Par exemple, ça, c'est des infractions tout à fait nouvelles qu'on a créées, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, des personnes peuvent aller sur Internet, voilà, ou sur des sites à caractère djihadiste pour pouvoir faire l'apologie, oui, pour louer les attentats terroristes. Où on voit parfois des gens dans la rue qui, voilà, de manière ostentatoire, louent des activités terroristes. Et dans ces pays, on a vu qu'il fallait justement prendre des mesures pour faire face à ces situations-là. Oui, et pour le cas du Burkina, je l'ai dit, peut-être que la question est un peu récente, mais pour le cas du Burkina, qu'est-ce qu'il faut davantage pour aider à renforcer cette lutte antiterroriste, pour dissuader davantage? Parce que le but du droit, c'est de dissuader. Oui, malheureusement, les solutions ne seront pas seulement militaires dans le cas du Burkina. Les solutions passent aussi, à mon avis, par d'autres aspects, parce que le terrorisme est une menace qui a plusieurs formes, c'est une menace multiforme. Donc il y a l'aspect sécuritaire, bien sûr, donc il faut renforcer la sécurité, mais aussi il faut renforcer la coopération judiciaire, policière. Il faut miser beaucoup sur le renseignement dans le cas du Burkina, parce que quand on s'arrête par exemple sur le cas du nord du Burkina, dont une partie est occupée par des troupes djihadistes, il faut se rendre compte qu'une partie de la population aide ces personnes-là, leur offrent l'hospitalité, etc. Donc pourquoi est-ce que certains Burkinabés aident des étrangers contre d'autres Burkinabés? Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Et ça veut dire qu'il y a un problème dans le renseignement notamment. C'est-à-dire que ces populations, en aidant ces djihadistes, n'aident pas justement nos forces de l'ordre à faire face à la menace. Il faut aussi résoudre le problème sur le plan politique, parce qu'on sait que les conflits à caractère islamiste dans les différents pays où nous vivons sont des conflits d'abord géopolitiques, politiques, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux stratégiques, notamment beaucoup de ressources dans certains pays, le Nord Mali par exemple, et il y a des problèmes politiques aussi qui se posent. Donc il faut peut-être discuter aussi, négocier avec ces groupes-là pour avoir
certains accords sur certaines questions. Et puis, enfin, il y a la question du financement du terrorisme. Si le terrorisme prospère, c'est parce que les fonds continuent d'alimenter l'achat d'armes, continuent d'alimenter les activités terroristes. Donc, il faut résoudre ces différentes questions-là si on veut parvenir à mettre fin. Et puis, il y a un autre point, un dernier point qui est très, très important également, c'est la radicalisation. Donc, il faut cultiver la tolérance. Il faut apprendre aux gens à être tolérants. Travailler à une déradicalisation. Voilà, exactement, c'est très très important parce qu'il y a la pauvreté, parce qu'il y a la paupérisation croissante des populations. Les gens risquent de tomber dans la radicalisation. Donc malheureusement, ce sont des problèmes auxquels les populations sont exposées. Plus la pauvreté avance, plus le risque d'avancer du terrorisme aussi est élevé. Oui, et à côté de cette batterie de mesures juridiques, développer d'autres mesures politiques et sociales pour arriver à bout. Mais ce qui est aussi intéressant dans votre ouvrage, ce sont ces organisations qui travaillent au quotidien, comme la Cour européenne des droits de l'homme, qui est assez avertie de ces questions de lutte antiterroriste, mais aussi de procès équitable, même s'il faut réprimer le terrorisme, le phénomène comme il se doit. Mais en même temps, ça pose aussi la question de est-ce qu'on ne travaille pas quelque part aussi à faire, est-ce que des biens malins ne peuvent pas échapper aux mailles du filet? Oui, le risque zéro n'existe pas en la matière. Mais il faut dire qu'à la Cour européenne des droits de l'homme, il figure des juristes très, très expérimentés, des gens qui ont fait quasiment toute leur carrière, soit de professeurs de droit à l'université, soit d'avocats, donc des juristes très, très expérimentés qui siègent dans ces cours-là, souvent des gens qui ont travaillé pour le ministère de la Justice dans leur pays. Et c'est le cas aussi à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dans le cas africain. Donc très souvent, c'est des juristes de très haut niveau, très expérimentés et de moralité, de bonne réputation morale également. Et donc ça fait que ces gens-là connaissent si bien leur travail qu'on peut estimer que s'ils le font consciencieusement, il y a très peu de chances que des personnes qui sont réellement impliquées dans le terrorisme national ou international échappent à la justice internationale. Vous le savez, en matière de justice, quand on va devant les juridictions, ce sont les preuves qui parlent. Donc si vous avez les preuves, et vous avez la possibilité, vous avez des chances de faire condamner votre adversaire. Mais une preuve est égale à une autre preuve en matière de droit pénal. Les preuves se valent et c'est le juge qui apprécie souverainement s'il doit tenir compte de telle preuve plutôt que de telle autre preuve. Donc dans ce domaine-là, il n'y a pas de vérité établie à l'avance et c'est au cas par cas. Et il faut toujours être capable, pour les États qui poursuivent ces personnes-là, de recueillir le maximum d'informations pour convaincre les juges de la Cour européenne des droits de l'homme ou de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples que ces personnes-là sont réellement impliquées dans le terrorisme, soit national, soit international, pour obtenir leur condamnation. Et quand on voit justement que les États sont obligés d'exécuter de manière extrajudiciaire et tout, c'est parce qu'on sait que c'est faute d'avoir pu réunir les preuves ou c'est faute d'avoir pu s'assurer que ces personnes-là vont finir leur jour en prison. Et pour être sûr que quelqu'un va finir ses jours en prison, il faut réunir le maximum de preuves possibles. Si on n'a pas de preuves, il est inutile d'aller en procès parce qu'on sait de toutes les façons qu'on ne convaincra pas le juge. Oui, avec votre ouvrage, docteur Pierre Claver Milogo, c'est comme un travail pionnier dans le pays. Mais comment on peut faire en sorte qu'il y ait une sorte de collaboration, de sorte à ce que, à l'intérieur du Burkina Faso, on puisse avoir une sorte de transfert de compétences, parce que tout le débat est à ce niveau. Quand quelque chose survient, parfois on n'en finit pas avec l'effet de surprise que de chercher peut-être des armes juridiques pour arriver à le contrer. Donc, comment faire en sorte qu'une fois l'effet de surprise dépassé, qu'on puisse se ressaisir et disposer de quoi arriver à pouvoir réprimer ces phénomènes qui nous arrivent? Il faut faire appel à la sensibilisation, premier point, pour faire comprendre aux populations que ce qui nous arrive n'est pas extraordinaire, n'est pas tombé du ciel, et que c'est l'aboutissement d'un long processus. Un long processus d'abord avec des implications politiques. On a vu d'abord ce qui s'est passé en fin 2014 avec le changement de régime politique. On a vu qu'il y a eu l'insécurité qui s'est sérieusement
agrandi dans le pays. Et donc, c'est en toute logique que la menace terroriste s'est installée et qu'aujourd'hui, on doit faire face à cela. Donc, il faut que les populations intègrent dans leur conscience qu'il faut développer les stratégies et vivre avec un esprit en éveil. Et ici, on veut parler aussi du sommet de l'État. Quel type de transfert de compétences on peut avoir? Parce qu'on l'a vu, ils ne sont pas aussi nombreux, ces magistrats, souvent, qui sont aguerris à ces questions, ces juristes spécialistes de ces questions. Ils ne courent pas la rue. Oui, c'est vrai, ils ne courent pas la rue tout simplement parce que former des juristes de haut niveau, former des magistrats, former des professeurs d'université, ça coûte très cher. Moi, j'ai fait une thèse de doctorat pendant 8 ans et j'ai étudié à l'étranger aussi. Donc, voilà, ce n'est pas donné à tout le monde parce que ces études-là sont très coûteuses et ça coûte très cher à l'État burkinabé d'envoyer ses fils pour étudier à un si haut niveau à l'étranger. Ça coûte très, très cher. Et malheureusement, on n'en dispose pas de beaucoup parce que le Burkina n'est pas un pays très, très riche qui peut se permettre de former des dizaines et des dizaines de juristes de très haut niveau chaque année. Malheureusement, on n'a pas ces moyens-là. Mais avec le peu de juristes dont on dispose et avec la coopération avec les autres États, on peut, en mettant plus de moyens dans le budget justice, et amener le personnel qui est déjà là à faire correctement son travail. Ça serait déjà un grand pas. Aujourd'hui, si par exemple les premiers procès contre les attentats terroristes qui ont eu lieu au Burkina n'ont pas commencé, ce n'est pas parce qu'on n'a pas assez de juristes, ce n'est pas cela. C'est tout simplement peut-être parce qu'on n'a pas réuni assez de preuves pour pouvoir faire condamner ces personnes-là. On a vu que ce n'est que plusieurs mois après les derniers attentats contre l'ambassade de France et l'état-major général des armées qu'on essayait de dresser le portrait robot des personnes qui sont impliquées dans ces attentats. C'est bien la preuve que l'État est un peu désarmé matériellement et côté moyen pour contrer cette menace-là. Et c'est là-bas justement qu'il y a la faille et qu'il faut renforcer. Donc une nécessité d'investir également à ce niveau, oui, parce que tout est prioritaire pour nos pays. Oui, tout à fait. Il faut investir sérieusement dans ce budget-là. On voit les moyens militaires qui sont déployés par des pays comme les États-Unis, la France, etc., pour faire face à cette menace. Et Dieu sait combien c'est difficile pour eux de faire face à cette menace, malgré ces moyens énormes qui sont déployés. Donc, on ne s'étonne pas que pour le Burkina, c'est encore plus difficile. C'est tout à fait logique. Oui, et votre ouvrage, il est à la fois didactique, mais il sert aussi pour l'enseignement, si on peut le dire ainsi. Parce que de par son contenu, il vulgarise le droit au procès équitable, mais il comporte aussi un certain nombre de connaissances qui peuvent servir. Oui, tout à fait. L'ouvrage est pédagogique aussi. L'ouvrage est pédagogique dans la mesure où il y a des développements théoriques très importants qui sont faits sur les différents aspects des droits de la personne humaine, sur les différents aspects même de l'évolution du terrorisme, parce que le terrorisme, aujourd'hui on en parle au Burkina, on a l'impression que c'est un phénomène tout à fait nouveau. Ah non, pas du tout, c'est un phénomène très ancien qui existe depuis le 1er siècle de notre ère, qui est apparu en Judée et qui avait des formes anciennes avant et qui a pris des formes nouvelles à partir des années 80 notamment, suite à l'inauguration des attentats terroristes et suicides dans le Moyen-Orient, notamment au sud du Liban, avec le mouvement Hezbollah, et qui a connu une dimension encore plus spectaculaire avec les attentats de 2001 aux États-Unis. Aujourd'hui, on parle d'hyper-terrorisme ou de terrorisme de masse, qui est très maturé, qui vise à faire le maximum de victimes. Donc c'est un phénomène très très ancien. Et quand on lit l'ouvrage, on comprend très bien que contrairement à une opinion répandue, le terrorisme n'est pas un phénomène nouveau. Donc il y a des développements théoriques très importants, très intéressants, aussi bien sur le terrorisme international, national, que sur le droit au procès équitable, aussi qui est une notion tout à fait juridique. Oui, où on peut le trouver à Ouaga? On peut le trouver dans toutes les librairies de la place. La librairie Harmattan, à Ouaga 2000, la librairie Jeunesse d'Afrique, les grandes librairies Mercury, la librairie universitaire de l'Université de Ouagadougou. Donc au prix de 9 500, ça ne doit pas dépasser 9 500 francs CFA. Oui, ça c'est vous qui le dites. Merci à vous, docteur Pierre Claver Milogo, d'être passé nous présenter votre ouvrage « Le droit au procès équitable à l'épreuve de la répression du terrorisme international » avec pour sous-titre « Apport et influence de la Cour européenne des droits de l'homme ». Merci d'être passé. Je vous en prie, cher monsieur. Voilà, c'est tout pour cet écrit de ce soir. Merci de votre attention et à très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.